Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Antoine Vallée et Guillaume de Martinis. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence Vallée de Martinis. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Comme d'Archi. En effet, quelques-unes de vos réalisations ont attiré mon œil. Par exemple, un groupe scolaire à Noyon, livré en 2020, une pépinière d'entreprise à Miossens, l'extension d'un EHPAD à Montségur ou un autre à Laguépi. Une architecture entre guillemets ordinaire, aux façades bien dessinées, aux volumétries sobres et pertinentes, à la matérialité bien présente. Vous avez créé votre agence en 2003. Cette agence a une double implantation, à Bordeaux et à Paris. Vous travaillez sur tout type de programme et vous revendiquez en tout premier lieu un travail sur la matière, acte physique de transformation de matériaux en volume. Pour vous, un projet, je cite, est une somme de données, de facteurs à prendre en compte. On va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études ? Alors le début de notre collaboration avec Antoine remonte à loin, puisqu'en fait on vient du même village, un petit village qui s'appelle Tortequenne dans le Pas-de-Calais, 640 habitants, et donc en fait on se connaît depuis qu'on a l'âge de 3 ans. Donc depuis la maternelle, depuis les bancs de la maternelle, on se connaît, voilà, et on a fait toutes nos études ensemble. On a passé toute notre enfance, notre adolescence. Vous n'aviez pas chacun un papa architecte par hasard ? Du tout. Pas du tout. Ah, bon. Pas du tout, non. Autodidacte alors. C'est ça, Ouais. autodidacte. Et puis, je sais pas, Antoine, tu veux dire un peu comment on est arrivé aux études d'architecture ? Oui, c'est ça. Donc, on a eu ce parcours commun avec un lien très fort lié à notre enfance. Et puis, le choix d'être architecte, finalement, est assez tardif. Alors, je pense que c'est, en tout cas pour moi, quelque chose qui était assez ancré, mais sans en avoir véritablement la conscience. J'ai des souvenirs de plaisir à manipuler les Lego. Alors, soit on est la génération Lego ou Kapla, mais il y a un plaisir de la construction. Un papa qui n'était pas architecte, mais qui avait fait du dessin technique. Et j'ai eu l'occasion de le voir, alors pas souvent, mais peut-être 2-3 fois dans ma jeunesse, sortir sa planche à dessiner. Et voilà, une forme de fascination sur l'élégance du dessin avec des mines très fines. C'était quelque chose qui m'avait marqué sans en avoir véritablement conscience. Et puis c'est au moment du lycée où il faut faire des choix d'orientation qui ne sont pas toujours évidents. On est parfois un peu perdu face à tous les horizons qui s'ouvrent devant nous. Et j'avais eu la possibilité d'aller à la journée porte ouverte de l'école d'architecture de Lille. Et oui, j'ai eu l'impression de découvrir un lieu de liberté. C'était une école, mais il n'y avait pas de salle de classe, plutôt des ateliers avec des maquettes, des rendus d'art plastique, une ambiance un peu foutraque. Et je me suis tout de suite dit que ça allait me correspondre et que j'avais besoin et envie de ça. Et d'un coup, ça a été assez clair dans mon esprit que je souhaitais au moins tenter cette voie de l'architecture. Alors, vous avez eu une influence sur vos choix ? Guillaume, Non, dites-nous, alors vous. moi, un peu comme Antoine, j'ai eu un désir d'architecture qui était un peu aussi sous-jacent, sans que ce soit aussi clairement exprimé, jusqu'à ce moment du choix en terminale. Pareil, j'ai toujours
beaucoup fait de maquettes étant petit. Alors moi aussi, alors moi, aucun de mes deux parents, pareil, n'est du métier, mais mon papa m'a beaucoup sensibilisé à l'architecture classique. On partait pas en vacances, mais on faisait des voyages. Donc je pense que j'ai vu une quantité astronomique d'églises, de bâtiments comme ça, très classiques en France et en Europe. Et je pense qu'en fait, ça m'a sensibilisé à l'architecture. Alors pas à l'architecture telle que nous, on peut la pratiquer aujourd'hui, mais plutôt à l'architecture classique. Voilà, Historique. historique, voilà. Et en effet, au moment du choix, au printemps, en terminale, quand on doit faire nos choix pour l'année d'après, bah, Antoine, moi, je m'orientais en fait plutôt vers l'histoire de l'art et l'archéologie. Et Antoine m'a dit, mais écoute, moi je suis allé visiter cette école d'archi à Lille, etc. Il me l'a raconté. Et puis je me suis dit, bah tiens, je vais tenter le coup. Voilà. Et puis donc on s'est inscrit, on a passé le concours parce que c'était un concours à l'époque. Et puis on a été retenu et voilà comment on a commencé À Lille, nos à études l'école de d'archi à Lille. l'école d'archi Ouais. de Lille, ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Donc vous faites vos études à Lille, du début jusqu'à la fin? Alors on a commencé effectivement les 3 premières années à Lille, voilà, c'était assez naturel pour nous. On a découvert ce qu'était que cette ambiance des écoles d'archi. Je pense qu'on s'est En tout cas, celle de Lille, qui avait une ambiance un peu particulière. Ouais. oui, voilà, bon, c'était assez festif aussi, et puis voilà, beaucoup de travail, mais beaucoup de travail à l'école et enfin voilà, en groupe. Enfin bon, voilà, On avait les clés de l'école. Donc on pouvait venir travailler à l'école n'importe quand, n'importe quel moment de la journée, du week-end. On faisait les charrettes à l'école. C'était vraiment une école qui était ouverte et on avait vraiment envie d'y passer du temps en fait, parce qu'on Mm. passait du temps à l'école et avec nos copains quoi. Donc voilà, on travaillait tout en s'amusant quoi. ouais. Et donc on a eu aussi nos premiers enseignants. Alors notamment la première personne qui nous a marqué et puis qui a commencé un peu à nous aider à nous structurer dans notre pensée, qui était Michel Cagan. Euh, Avec lui, il y a eu un travail assez fort sur la lumière, la spatialité, comment la lumière rentre dans un projet, dans un bâtiment, la position d'une paroi, le rapport d'un poteau avec un voile, enfin des choses assez précises, mais aussi assez sensibles. Et puis aussi une très grande rigueur dans le plan et dans le dessin du plan. Moi, je pense que c'était quelque chose qui nous plaisait, enfin qui a fait écho en nous. Voilà, donc on était un peu marqué par Michel Cagan et qui en fait est parti après sur Paris, qui est revenu sur l'école de Paris-Belleville. Et nous, voilà, en 3e année d'architecture à Lille, on a fait notre demande pour rentrer à l'école de Paris-Belleville à partir de la quatrième Donc la vous, quatrième tous les année. deux ensemble? Oui. Toujours? Bah alors oui, ensemble, en fait, on a bougé à 4 parce on avait chacun un binôme. Et Antoine et moi, en fait, on n'a jamais été binôme à l'école. Ouais. On avait chacun nos binômes de travail et donc on est monté chacun avec nos binômes à Paris-Belleville. D'accord. Et bon, bah, du coup, on arrive à Belleville. Donc en 4e année, on reçut l'enseignement de Michel Cagan. Donc on approfondit encore plus le travail de la spatialité, etc. Et après, l'année suivante, on a cette possibilité de choisir en fait les ateliers et les cursus. Et l'année suivante, on décide d'aller dans l'atelier de Pierre-Louis Falucci, Mm. qui est voilà, donc la 2e personne qui a marqué notre parcours. Alors, dans une certaine continuité avec le travail de Michel Cagan, mais avec un rapport au site et au paysage Fort. beaucoup plus fort chez Pierre-Louis. C'est ce qui, en fait, nous avait manqué un petit peu pendant tout notre cursus précédent, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on était quand même sur des projets où on travaillait le projet en lui-même, mais assez décontextualisé. Ouais. Et en fait, on avait à un moment ce besoin de se confronter au site. Et Pierre-Louis Falucci offrait cette opportunité, en fait. Mm. Alors après, vous passez votre diplôme la même année? On passe le diplôme la même année. Alors effectivement, on travaillait souvent dans les ateliers en binôme du fait de l'ordre alphabétique. On n'était pas ensemble. Donc moi, j'étais en binôme avec Nicolas Toury. Donc j'ai passé mon diplôme en 2002 avec Nicolas sur un projet pour un 3e aéroport. C'était la période où on parlait beaucoup du 3e aéroport Mm. pour Paris. Donc très modestement, on s'était dit que c'était un petit sujet sympa, sympa à explorer. Donc on avait travaillé voilà, sur ce projet d'aéroport. Et puis on a très vite enchaîné sur le travail en agence. Mm. Donc moi, j'ai commencé à travailler chez Pierre-Louis Falucci sur notamment le projet du musée du Struthof, qui était
à l'époque en construction. Donc c'était une expérience très riche. De débuter tout de suite sur le chantier, ça faisait un saut par rapport à ce qu'on avait vécu à l'école. Parallèlement, Nicolas, lui, avait choisi de travailler dans d'autres agences, mais on a continué à faire en fait des concours ouverts, notamment l'Europan, à côté de notre travail en agence. Et on a eu la chance d'être lauréat de l'Europan 7 en 2003. Donc on a monté tout de suite notre agence, alors avec Nicolas Toury qui était mon premier associé. Et alors on s'est lancé tout de suite en imaginant que la commande liée à l'Europan allait démarrer rapidement, qu'on allait crouler sous le travail. C'était pas le cas. On a peut-être un peu précipité les choses. Et en fait, Guillaume, qui lui était en agence chez Badia Berger, mais je te laisserai développer, nous a mis en relation avec Bernard Ropa, qui est, je pense, le troisième architecte qui compte beaucoup pour moi, qui nous a donné l'opportunité de travailler en freelance avec lui, donc avec beaucoup de souplesse, mais surtout, je pense, qui a fait que cette agence qui était naissante, assez fragile, on a trouvé quelqu'un. Ça avait pu démarrer. On a démarré un peu sous son aile. Il nous a fait confiance sur beaucoup de projets. On en a fait quelques concours avec lui. C'était des moments un peu magiques parce que c'est le début de l'aventure. Alors moi, pareil, je passe mon diplôme en 2002 avec Céline Delatte, donc, qui était mon binôme. Et pareil, c'était sur un site qui était un grand sujet de l'époque. C'était sur le trapèze Renault et le devenir de l'île Seguin. Donc le diplôme a été développé avec Pierre-Louis Falucci sur un musée de la Seine sur l'île Seguin. C'est un travail très intéressant. Et puis c'est pareil, moi j'ai commencé à travailler chez Pierre-Louis pendant un moment. Et puis après, je me suis un peu éloigné. Et donc je suis allé travailler chez Marianne Badia et Didier Berger pendant 6 ans. Alors, comme le Bernard Ropa est la troisième personne qui a marqué beaucoup Antoine, moi, c'est Didier et Marie-Hélène qui m'ont vraiment mis le pied à l'étrier et qui m'ont appris ce métier, en fait. À l'école, j'ai appris l'architecture, etc. Mais eux m'ont vraiment appris ce métier par le fait de les voir évoluer au sein de l'agence, de voir comment ils géraient leur agence, au niveau de l'archi et aussi sur comment on gère une agence, quoi. Donc ça m'a vraiment beaucoup intéressé et j'ai vraiment énormément appris auprès d'eux et je les en remercie encore parce que ils m'ont vraiment énormément appris. Chez eux, j'ai pu me confronter à des sujets intéressants parce qu'ils bossaient beaucoup toujours d'ailleurs sur des équipements publics. Donc en fait, j'ai fait les concours d'école de musique, de médiathèque, etc. Donc c'était des sujets qui étaient très intéressants et qui m'ont vraiment enrichi dans mon parcours professionnel. Et puis donc Antoine et Nico chercher un peu du travail et j'avais donc par l'intermédiaire de la comptable de chez Badia Berger ce contact avec Bernard Ropa et c'est comme ça qu'on les a mis un peu en relation avec eux et qu'ils ont pu sous-traiter un petit peu pour Bernard Ropa. Bon. Voilà. Et alors, l'étape d'après? On faisait conjointement ce projet de l'Europan, les premiers concours et puis tout de suite aussi cette envie de s'ouvrir un peu au monde et au projet. On a fait en parallèle un certain nombre de concours ouverts internationaux. On avait participé avec Bernard Ropa au concours pour l'opéra de Séoul. On avait eu le deuxième prix du concours international pour l'opéra de Séoul. Et puis, on a essayé de se placer aussi sur les équipements. Donc, quand on est une jeune agence, il faut passer par la case procédure adaptée, qui est en fait une procédure qui se fait surtout sur les honoraires et non sur les références. Ça nous a permis d'être retenus pour une demi-pension dans un collège, La Rochefoucauld, à Liancourt. Et puis, pour des raisons un peu personnelles, moi, j'ai mis le souhait de quitter Paris et d'aller travailler en province, à Bordeaux. Donc, c'est à cette période-là qu'on a monté en fait une agence sur Bordeaux. Du coup, naturellement, on cherchait quelqu'un de confiance pour reprendre les dossiers que j'avais amorcés en charge. Et ça a été très naturel. Guillaume nous a rejoints dans l'aventure et a démarré par le chantier de l'Europan 7, donc les 56 logements sur la caserne Jeanne d'Arc à Reims, et puis Liancourt aussi, qui est une belle histoire. Je te laisse peut-être... C'était les premiers chantiers de l'agence.
Et c'était pour moi aussi les premiers chantiers, donc c'était un peu le plongeon dans le grand bain. Oui, vraiment. Hein. Ouais, Ouais. mais non, c'était vraiment des expériences diverses et intéressantes entre le logement à Reims et l'équipement à Liancourt. Un projet à Liancourt avec une entreprise générale, donc c'était beaucoup plus simple aussi dans la gestion du chantier, etc. Et un projet à Reims un peu compliqué quand même avec corps d'état séparés, donc beaucoup d'entreprises. À l'époque, pas d'OPC, etc. Donc bon, ça a été assez formateur, je dois dire, sur la manière de gérer un peu tout ça. Et puis, Liancourt, ça s'est plutôt bien passé. On est très content du projet. On avait d'ailleurs été retenu, sélectionné dans le prix de la première œuvre du Moniteur. Alors, on n'a Ah pas eu le oui. prix de la première œuvre, mais on Mhm. était sélectionné parmi les projets retenus En 2009, oui. en 2009. Alors moi, j'ai rejoint donc l'agence Toury Vallée en 2008. Et puis donc, nous étions à l'époque 3 associés. Et donc Nicolas Toury, le troisième associé, a émis le souhait, lui, de quitter aussi Paris et de partir à Marseille. Donc on a ouvert aussi une agence à Marseille. Donc on était Paris, Dispatché, voilà, Paris, le Bordeaux, triangle. Marseille. Et puis au bout de 2 ans, Nicolas a émis le souhait en fait de prendre son indépendance et donc de quitter notre association. Et donc on s'est retrouvés tous les deux avec Antoine. C'est le moment où on a changé aussi d'identité du coup et où l'agence est devenue l'agence Vallée de Martigny. Et donc on s'est retrouvés avec les agences de Paris et de Bordeaux. Voilà. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est: est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? Non, heureusement, on a encore quelques, Oui, quelques désirs, il y a un effet de palier, d'étape. Enfin, j'ai l'impression que à chaque fois qu'un un projet arrive à son terme, ça nous permet de relancer en fait un peu. vous euh, changez progressivement d'échelle de projet. voilà. C'est ça. Ouais, Et Ça, c'est au gré aussi des références. Voilà, ouais, au gré des parce que références, quand on fait des candidatures, on a toujours besoin d'avoir les 3 bonnes références de moins de 5 ans, etc. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, on commence à les avoir. Et du coup, ça nous permet d'enclencher sur des projets de taille différente, des programmes aussi différents. Mais oui, je rejoins Antoine sur le fait que voilà, on n'est pas au bout et on a encore des envies. Et on a des envies d'équipements sportifs, par exemple, sur lesquels on n'est pas encore forcément aujourd'hui. Bon, voilà, il y a des thématiques qu'on n'a pas encore abordées et sur lesquelles on aimerait bien aller, en fait. alors justement, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous raconter l'histoire de vos projets? Vous avez déjà un petit peu commencé, mais quand vous vous associez vraiment tous les deux, sur quoi vous travaillez après cette progression petit à petit et ce changement d'échelle de projet? oui, on a réalisé de nombreux projets depuis maintenant une vingtaine d'années. On n'a pas fait le compte, mais il y a quand même des projets un peu marquants. On a abordé tout à l'heure l'Europan, donc forcément, ça nous a permis de mettre le pied à l'étrier. On a eu le Liancourt avec la nomination au prix de la première œuvre. Et à chaque fois, ça nous a permis soit d'accéder à la commande de logement. Liancourt, les petits commençaient à travailler sur les petits équipements. Et puis, on a eu la chance, un des premiers projets qui nous a permis de monter un peu d'échelle, c'était le groupe scolaire de Châtellerault. Voilà, on était retenus face à de belles équipes. Il y avait Duncan Lewis, il y avait Flint, des agences un peu très implantées que nous, on avait l'habitude de regarder le travail. Et c'était un sujet important puisqu'on est dans le centre-ville de Châtellerault. C'est un terrain qui est un ancien hôpital, donc c'est un terrain qui n'est plus utilisé par les Châtelleraudais depuis une dizaine d'années, qui fait frontière un peu avec la Vienne. Et donc cette nécessité de la maîtrise d'ouvrage qui a eu la volonté d'ouvrir aussi un peu le concours au-delà du simple groupe scolaire, mais de questionner sur le réaménagement complet de l'îlot et de l'espace public. Mmh. Donc pour nous, c'était un sujet enthousiasmant. On a une habitude de travail qui est souvent, beaucoup rechercher, tester des pistes, des projets, les dessiner assez précisément en plan pour voir si l'organisation, le fonctionnement
est correcte, et ça sur plusieurs pistes. Dans le cas de Châtellerault, une des pistes dérogeait un peu à la faisabilité qui était c'est une école maternelle et élémentaire, donc d'avoir les deux cours accessibles à rez-de-chaussée pour l'aspect pratique vis-à-vis des enfants. Et dans une des hypothèses que l'on avait fait, on avait dérogé en organisant l'école sur 2 niveaux, donc à chaque niveau son école, et à chaque école sa cour de récréation, ce qui nous permettait à la fois d'avoir un projet beaucoup plus compact et se libérer de l'espace pour travailler tout l'aménagement de l'espace public, et puis aussi d'orienter les 2 cours sur la Vienne. C'est un projet qui a séduit la mairie, qui a donc retenu notre projet. Donc on a pu travailler avec la mairie. C'est vrai que de ce projet, ce que je garde aussi, c'est la qualité d'échange avec la maîtrise d'ouvrage. Et je pense que c'est quelque chose qui est important dans la réussite d'un projet. C'est quand il y a une confiance réciproque et mutuelle entre l'architecte et sa maîtrise d'ouvrage, ce qui a été le cas à Châtellerault, ce qui nous a permis de pousser le projet avec un travail sur la matérialité. On est en site historique. Donc soumis à l'avis de l'ABF, et pourtant on est sur un projet qui est très contemporain. Donc on a travaillé sur le béton, qui est un béton blanc matricé. On avait repris les pierres existantes avec l'entreprise de Gros Œuvres pour trouver la teinte du béton qui se rapprocherait au mieux de la pierre existante sur le site. Travailler sur le métal oxydé. Enfin, il y a toute une histoire de les manufactures d'armes à Châtellerault. Donc on avait mis un peu tous ces éléments de contexte, et puis surtout la réussite de l'espace public qui a permis de réagrafer en fait la place de l'hôtel de ville et de ramener vers la Vienne avec un grand emmarchement qui descend sur la Vienne, et un espace qui est vivant, parce que on sait que par exemple maintenant quand il y a des mariages, parfois c'est sur cet emmarchement qu'on vient faire la photo avec toute la famille. C'est très intéressant ça. Détournement d'usage. C'est ça, voilà. Mais voilà, ça montre que ça fonctionne et que les gens s'accaparent l'espace public. Ouais. Alors ensuite, quel autre projet ? Je pense que Châtellerault a en effet débloqué un petit peu un stade de projet. Donc on accède ensuite à des projets un peu de taille équivalente et supérieure. Donc on continue à travailler sur le scolaire. On accède aussi aux commandes de bâtiments de soins, type EHPAD, sur lequel on travaille toujours aujourd'hui. Et puis dans l'évolution aussi un petit peu de l'agence, à un moment, on a essayé aussi de candidater à des concours à l'étranger, dont un projet de musée à Budapest, qui était donc un concours international qui avait été lancé donc pour le grand parc de Budapest qui s'appelle le Városliget, dans lequel ils souhaitaient construire 4 musées en même temps pour relancer un petit peu un tourisme culturel à Budapest. Et donc on fait ce concours à un moment où on a un petit creux à l'agence, et on se dit on y va, mais on y va vraiment, quoi. On fait ce concours parce que bien sûr c'est un concours non rémunéré, donc quelque part c'est un investissement pour l'agence. Donc on fait ce concours vraiment comme un concours classique, et puis on se retrouve donc shortlisté parmi 6 autres agences sur le concours donc du musée d'ethnographie, pour lequel on a Sur combien de candidatures ? Alors, au global, sur les 4 musées, je crois qu'il y avait 450 candidatures, donc on devait être à une centaine de candidatures sur le musée d'ethnographie. Donc c'était pas juste des candidatures, on rendait vraiment un projet d'archi. Donc à ce moment-là, le maître d'ouvrage nous demande de nous structurer un peu, et parce qu'à l'époque on n'était que nous archi à bord. Donc on a fait appel à. Je me permets juste de préciser, on était aussi avec deux confrères. Oui, avec l'agence DID Architectes. D'architectes qui partageaient nos locaux à Bordeaux. Voilà. Enfin, donc c'était un concours à 4 mains avec Henri de Savin et Marine Divisia. Oui, c'est vrai. D'accord. Et puis donc on fait appel à des bureaux d'études, donc Terrel, Bordaspero, Adrien Gardère, muséographe, Franck Boutet pour l'environnement. On monte une vraie équipe, on approfondit un peu le rendu d'une deuxième phase de concours. Et puis en fait, il se trouve que en décembre 2014, on est lauréat, donc on va à Budapest pour la proclamation des résultats, et à notre grande surprise, on est lauréat donc du concours international d'un musée d'ethnographie. Je crois qu'on n'en croit pas vraiment nos yeux ni nos oreilles. Voilà. C'est un peu surréaliste, ouais. Enfin, sachant aussi que les autres lauréats pour les 3 autres musées sont sous Fujimoto, Sejima, et puis l'agence Kosti, qui est une des grandes agences hongroises. Donc
Oui, on a un peu l'impression d'être le vilain petit canard qui s'est invité un peu à la fête. Non, non, moi je dis que j'ai une très bonne intuition en regardant votre travail et en vous invitant. Je pense qu'il y a un vrai truc. Non, non, mais c'est vrai. Très sincèrement, et de toute façon, vous avez été choisi donc sur votre projet. Oui, Oui, bien oui, sûr, c'est- c'est le Ouais, projet de ouais. musée. Oui, c'est le projet de musée. Oui, parce que Mm. voilà, c'était un concours anonyme en plus, Ouais. donc on a vraiment été choisi sur le projet. Et puis, bon, malheureusement, après 6 mois de négociations âpres avec l'État hongrois, en fait, Mm. en hongrois, hein, parce que c'était la langue, on n'avait même pas le droit de parler français, c'était un peu compliqué. À 2 jours de signer notre contrat, en fait, on nous a appelés pour nous dire que le projet était annulé, qu'il serait délocalisé à un autre endroit. Donc ce projet, au final, ne s'est pas fait. Avec aucun des lauréats. Avec aucun... Alors si, c'est-à-dire que sous Fujimoto, le projet est en chantier. Mm. Pour les 2 autres musées, je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi un peu tombé à l'eau. Il y a vraiment que Sous Fujimoto qui est en train de réaliser le projet, qui va bientôt être livré. Et puis donc, ils ont relancé un concours international pour le musée d'ethnographie, dans lequel ils avaient invité Big, Hadid, il me semble qu'il y avait l'agence Perrault aussi en France, et puis une agence hongroise. Et il se trouve que, par hasard, c'est l'agence hongroise qui a gagné. Voilà. Donc, on nous a bien fait comprendre que c'était un peu... voilà, le musée était un musée sur l'ethnographie hongroise et que ça soit des architectes hongrois qui le réalisent, c'était un souhait politique. Donc voilà, ce projet ne s'est pas fait, mais nous, ce projet nous a permis d'avoir une référence culturelle sur un projet conséquent et ça nous a permis d'accéder ensuite à un autre type de commande en France grâce à cette référence. Donc on a pu accéder à une autre échelle de projet. Et donc là, on en est où dans le temps donc cet accès à une nouvelle commande, ça se concrétise de quelle manière? Alors, on a été notamment retenu pour un gros projet pour la CCI Paris-Île-de-France, Mhm. qui est un projet d'une école de e-management, ITESIA à Pontoise, qui a un projet de 6000 m², de salles informatiques, etc. Enfin, c'est dédié à des écoles d'ingénieurs. Et ce projet est en cours de livraison, là. Les étudiants sont déjà rentrés. C'est un projet qui se termine et sur lequel on va bientôt pouvoir montrer un peu de quoi il ressemble. Bon. Je crois aussi, on va l'évoquer rapidement, vous avez été associé sur un projet à Marseille avec Kengo Kuma, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors c'était au début au début de l'agence, suite au concours international que l'on avait fait pour l'opéra de Séoul avec Bernard Ropa. Effectivement, comme c'est le début de l'agence, il y a des périodes où il n'y a pas vraiment de travail rémunéré, on va dire. Donc il y a du temps libre et donc ce temps libre, on l'utilisait pour faire des concours internationaux ouverts. Donc on en avait fait pour la Chaussée des Géants en Irlande. On a fait plusieurs comme ça. Et ça nous a permis de nous ouvrir un peu sur l'extérieur, un peu à l'international. Et on connaissait un ancien camarade d'études qui travaillait chez Kengo Kuma, qui a pu nous mettre en relation. Et donc C'est Nicolas Moreau de l'agence Moreau Kusunoki. Ah oui, d'accord. Voilà, ce qui nous a permis de candidater avec Kengo Kuma, d'être retenu sur le FRAC de Marseille, de faire le concours. Alors c'est rigolo parce que c'est un travail, finalement c'était un travail quasiment H24 parce qu'on est en parfait décalage horaire avec le Japon. Et donc nous on travaillait sur le projet la journée, le soir on envoyait les fichiers au Japon et on revenait le lendemain matin. Chez Kengo Kuma, il nous avait fait 3 maquettes de ce qu'on avait dessiné en plan. Donc tout avait été contrôlé, vérifié et on avançait du coup à une vitesse un peu... Ouais. un peu folle. Il y a une capacité de production de travail en fil continu. en fil continu. C'était c'était pareil. C'était un moment un peu à part, entre parenthèses, qui reste une bonne expérience. Mais on n'a pas poursuivi. C'est-à-dire que derrière l'agence Kengo Kuma a été lauréate de plusieurs projets en Europe et a monté son antenne Française. française, parisienne. Et assez naturellement a repris le lead sur les projets. On était nous aussi une
une petite structure. Et voilà, on s'est reconcentré après sur le développement de nos propres projets. Bon. Comment vous abordez la question de l'EHPAD ? Je pense que ce sont des sujets intéressants dont il faut parler, qui font partie de la vie de tous les jours. Là, en pleine pandémie, on a vu que c'était très compliqué. Oui, il y a plusieurs sujets. Alors c'est pareil, on est amené maintenant à travailler sur de nombreux EHPAD du fait de nos référencements. Donc on a aussi une réflexion qui se met en place de projets, qui s'enrichit de projet en projet, puisque à l'origine on n'est pas spécialiste de ces questions. Mais bon, c'est un sujet sur lequel de toute façon tout le monde se projette plus ou moins à plus ou moins long terme. C'est vrai que la première fois qu'on rentre dans un EHPAD, moi très sincèrement, la première fois que je suis rentré dans un EHPAD, c'était pour une visite, pour un lancement de concours. J'avais jamais eu l'occasion dans ma vie d'aller en EHPAD. Et c'est vrai que y a un côté un peu saisissant et on voit qu'il y a beaucoup de problématiques à gérer. Alors effectivement, la clarté des locaux, la distribution des espaces. Il y a beaucoup de personnel qui travaille dans les EHPAD. On les voit courir dans toutes les directions. Donc on sait que c'est un sujet qui est important. On essaye toujours, nous, d'entretenir et de maintenir un lien avec l'extérieur. La première impression que j'ai, moi, c'est que ce sont souvent des espaces un peu fermés. Mais je pense qu'il y a une idée, un bon sentiment de protection. À la fois pudeur et protection. Voilà, mais il me semble qu'il faut qu'on puisse garder un lien avec l'environnement extérieur, avec ce qui nous entoure. C'est ce qui nous permet de nous maintenir un peu éveillés et de continuer à avoir cette envie de pouvoir échanger avec les autres. Alors je sais qu'on a une attention particulière à comment on va pouvoir avoir accès librement à l'extérieur. Alors on a notamment travaillé sur des unités Alzheimer où il y a des problématiques un peu plus... Oui, c'est-à-dire que sur les unités Alzheimer, l'extérieur est un extérieur qui doit être contrôlé, en fait. Oui. Sont des personnes qui ont qui déambulent, qui déambulent. Donc éviter les angles, éviter les cul-de-sac. Il faut pouvoir leur proposer un parcours dans lequel ils vont pouvoir déambuler, ce qui les apaise. Mais voilà, il faut aussi ces espaces extérieurs vers lesquels ils puissent aller sans un besoin de surveillance particulière qui nécessite à chaque fois d'avoir du personnel en plus, ce qui n'est malheureusement pas possible. Donc on a plusieurs projets qui travaillent autour de la question du patio pour à la fois amener de la lumière à l'intérieur et donner un libre accès à un espace extérieur. Après, il y a des jardins thérapeutiques qui sont à l'extérieur du bâtiment avec des moments d'ouverture spécifiques. Et puis, il y a aussi la question du personnel et des flux. On sait que c'est un travail qui est très dur pour les équipes qui sont sur place. Et là encore, on a, nous, toujours plaisir à travailler le plan, à essayer d'avoir un plan clair qui fonctionne simplement. Et les projets d'EHPAD nécessitent ce travail. On a plaisir et on passe du temps à essayer de voir quelle est l'organisation qui permettra de limiter à chaque fois les distances pour le personnel, parce qu'on sait aussi qu'il faut que le personnel soit dans des conditions optimales, confortables, pour aussi être dans les meilleures dispositions pour faire les soins, quoi. En fait, je pense qu'on a eu cette chance de commencer par des réhabilitations d'EHPAD. Et donc, du coup, on a pu se confronter à ce qui ne fonctionnait pas dans ces établissements. Et ce qui a poussé notre réflexion sur, en effet, toutes ces gestions de flux, de lumière, le travail sur la chambre aussi, qui est un travail très important parce que c'est l'endroit où va passer la majeure partie du temps le patient. Donc, tout ce travail de la chambre, la matérialité même au sein de la chambre, la position du lit, la position de la fenêtre par rapport au lit, parce que le patient va passer énormément de temps dans son lit, donc d'essayer de gérer des vues, des points de vue, des cadrages depuis le lit quand la personne est allongée. Enfin, c'est un travail qu'on a mis en place forcément au fur et à mesure des projets, mais sur lequel on attache une grande importance, quoi. Est-ce que vous avez développé l'idée de maison, de se retrouver un peu comme chez soi ? Non ? Il y a quand même cette notion que ce soit sur les projets d'EHPAD ou même sur nos autres projets d'hébergement de soins, type foyer d'accueil médicalisé, etc., de poupée russe un peu, de poupée matrioshka, c'est d'avoir la chambre qui elle-même est au sein d'une unité, l'unité est au sein d'un autre établissement, etc. Il y a cette espèce de degré d'intimité qui va dans un sens ou dans un autre. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on travaille. Je pense par exemple à une clinique médico-psy à Vitry. Bon, là, c'est pas
pas pour des personnes âgées, mais c'est pour plutôt des adolescents qui ont des difficultés psychologiques, dans laquelle il est important de retrouver quand même une domesticité en fait. C'est que chaque enfant, chaque adolescent puisse se sentir dans un chez-soi au sein d'un ensemble beaucoup plus grand. Et donc ça passe en effet par le travail de la chambre, l'appropriation du lieu, sur des points de rencontre, des salons, enfin ce genre de lieux qui permettent à la fois de s'isoler dans un chez-soi tout en participant à une vie collective liée à un établissement public. Vous vouliez ajouter du coup quelque chose sur vos projets ? Sur la manière dont on conçoit, par exemple Ou sur un projet, comme vous voulez. Ouais. C'est vrai que nous, on a déjà, on a un peu cette particularité, en effet, d'être sur 2 sites différents. Donc, pour garder quand même une homogénéité de travail et puis garder le plaisir de travailler ensemble, Antoine et moi, c'est vrai que donc, les projets en concours sont répartis géographiquement, donc entre Paris et Bordeaux, mais on les travaille vraiment ensemble. C'est-à-dire que ce soit ou Antoine ou moi, on a un peu le lead sur le projet, forcément, par rapport à sa localité, mais ensuite, on travaille en collaboration. Votre réflexion est commune, en fait. C'est ça, voilà. Oui. La réflexion est commune, on échange énormément et puis on a en fait l'avantage de cette bipolarité, c'est que celui qui est en responsabilité sur le concours, il est dans le programme, il est vraiment dans le concret. Et en fait, quand l'autre arrive sur le projet, il a un regard frais et neuf. Qui permet aussi par moment de re-questionner le projet, de se dire essaye cette solution-là, essaye cette piste-là. Ça permet vraiment de se réinterroger et je pense que ça enrichit à chaque fois nos concours. Ça nous permet aussi très souvent de re-questionner aussi les faisabilités des programmes. En se disant, la première attitude va être de dire, on étudie un peu ce que le maître d'ouvrage a plus ou moins proposé. Et puis, l'autre va dire, non, essaye une autre voie, essaye autre chose. Et à ce moment-là, on prend la décision aussi de dire, on y va, on tente le coup, on voit si ça marche ou pas. Et cette bipolarité nous permet ça, en fait. Oui, ça permet de faire rentrer de l'énergie sur le concours quand on est un peu trop focus sur le cahier des charges. Il y en a toujours un qui a le recul. C'est ça. Et on fait aussi participer nos collaborateurs. Justement, j'allais y venir à la composition de votre équipe. Vous êtes une dizaine de personnes ? C'est ça, oui, on a 9 collaborateurs aujourd'hui. Ouais. Et ils sont tous d'un côté ou moitié-moitié ? 5. En fait, on est équilibré. À Paris, 4 à Bordeaux. On est équilibré en termes d'architectes. Et puis Antoine a notre assistante Stéphanie qui est avec lui. Qui a un poste très important parce que candidature. Voilà, elle s'occupe essentiellement des candidatures et sans les candidatures, on n'a pas de travail aujourd'hui. Parce qu'on a aussi un petit peu cette particularité, c'est que on fait quasiment que du marché public. Donc on n'a quasiment pas de commandes privées. Donc aujourd'hui, nous, on est dans ce système de candidature et sans ça, on n'a pas de travail. Donc vous enseignez ? Non. Non. Bon. On aurait, ceci dit, on aurait. C'était bien tenté. Moi, je garde un bon souvenir de l'enseignement dans les écoles d'architecture et c'est quelque chose qui aurait pu nous intéresser. Mais maintenant, je crois que ça a beaucoup changé. En fait, c'est rentré dans le système universitaire. Donc, oui, les modes de fonctionnement ont changé. Non, par contre, ce qu'on aime bien, on prend des HMO à l'agence régulièrement, qui passent leur HMO à l'agence et on aime bien en fait les suivre quand même dans ce cheminement-là et dans le processus de la HMO. Oui, vous avez un esprit de transmission. C'est ça. C'est ça. Ouais. Alors justement, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ? C'est pas facile comme question. Je pense qu'il faut vraiment avoir foi et avoir une envie, une appétence vers ce métier. C'est sûr qu'il a tendance à prendre beaucoup de temps, beaucoup de place. Dès qu'on a un temps libre, en fait, le cerveau est occupé par ça. Donc, il faut être capable de l'accepter. Il faut savoir qu'on va rentrer dans quelque chose qui est très prenant. Il faut être passionné, quoi. En fait, c'est la passion. Les métiers de passion. De passion. Voilà. Mais je pense aussi qu'il faut faire attention à réussir à le rendre acceptable pour les autres qui nous... pour l'entourage, pour la vie familiale. Qui nous entourent, parce que
On n'est pas tout seul et c'est pas toujours simple pour, Oui, ça pour peut ceux être Mais qui sont très ça, avec nous. saoulant. mais ça, Mmh. on s'en rend compte un petit peu avec Après, les années passant, quoi. bien sûr. C'est vrai qu'au début, on est un peu, voilà, à fond, on est dedans, etc. Et puis au final, petit à petit, on se rend compte qu'il faut aussi parfois un peu lâcher le pied, à la fois pour notre entourage, mais aussi pour nous-mêmes, Mmh. d'aller se ressourcer un peu ailleurs, de faire autre chose, de voir d'autres gens. Enfin, ça nourrit aussi notre travail, notre approche sur d'autres sujets, en fait. C'est vraiment important à un moment de se dire qu'il n'y a pas que ça et qu'il y a une vie à côté de l'archi et que c'est vraiment bénéfique pour notre travail, en fait. C'est ce qui permet Ouais. aussi de pouvoir revenir, sur le projet toujours avec l'envie. Il y a un seuil, peut-être à ne jamais dépasser. Et moi, un conseil aussi que je donnerais, c'est vraiment de profiter de ces années d'études pour rechercher, pour se garder aussi cette liberté pendant les études, de ne pas se confronter forcément tout de suite au réel et à la réalité de ce que va être le métier plus tard. C'est vraiment de profiter de ce moment pour explorer le champ des possibles. Mmh. Il y a très peu de temps, on a reçu, Nicolas Delon, encore heureux. Il travaille beaucoup sur, la réutilisation et cetera. Comment vous investissez, vous, ce défi-là dans votre agence? Et puis, question d'après, comment imaginez-vous le monde de demain? Alors, c'est quelque chose qui est un élément de l'ensemble des éléments que l'on prend en compte dans la conception. On n'aura pas un projet, axé uniquement La voilà, sur réutilisation. cet aspect. C'est, quelque chose qui de toute façon est de plus en plus directement dans le programme. Voilà, les maîtres d'ouvrage, typiquement là, on a un Maintenant, on projet de l'impose. voilà, on va démolir pour reconstruire. Voilà, on a les diagnostics sur l'existant des matériaux qui peuvent être récupérés. C'est assez compliqué le réemploi parce qu'on est aussi dans un métier qui est extrêmement normatif. Et pour le maître d'ouvrage, de réemployer à l'intérieur du bâtiment, il y a toujours une part de risque par rapport à des assurances, par rapport à des matériaux qui sont posés voilà, dès l'origine. Mais par contre, pour tout ce qui est annexe, au projet, oui, c'est les abris vélos, récupérer les matériaux de la déconstruction pour faire des abris, pour rajouter des éléments en toiture sur une toiture terrasse, des sujets annexes. Je pense que ça prend tout, Ça ça prend commence tout son vraiment sens. à rentrer dans les pratiques. Voilà. Après, sinon, il faut avoir un vrai maître d'ouvrage. C'est pas simplement l'architecte qui peut Porter porter et dire on va faire du réemploi. Si le maître d'ouvrage est pas porteur aussi de cette idée, on va de très cette vite volonté. se Mmh. confronter à des problématiques qui feront que au final Vous serez hors on le fera norme, pas. non, Voilà. ça ouais. Voilà. Mmh Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre un peu ce genre de problème sur des projets dont les maîtres d'ouvrage ont des volontés environnementales très fortes. On a le cas aujourd'hui, par exemple, sur un groupe scolaire à Brétigny-sur-Orge. On travaille sur la base du GIEC 2040. Donc, en fait, on se projette vraiment sur le réchauffement climatique et comment on gère ça au sein d'un établissement scolaire. Et on se rend compte que donc, le maître d'ouvrage a cette volonté, mais on rencontre quand même très vite des difficultés, en effet, normatives liées au DTU, etc. Parce que sur ce projet-là, par exemple, donc nous, on décide de travailler la terre crue pour ses qualités intrinsèques. Le bâtiment est en façade ossature bois avec une brique extérieure. On a mis en place des mouches à rabier en brique pour se protéger de la luminosité et de l'ensoleillement. Et en fait, on se rend compte, donc c'est des éléments qui répondent aux demandes et au cahier des charges du maître d'ouvrage, ce qui est très bien, sauf qu'on se rend compte que normativement, ces éléments ne rentrent pas dans les cadres de DTU. Donc en fait, aujourd'hui, eh bien, le bureau de contrôle nous appose, par exemple sur cette opération, eh bien, on se retrouve avec 3 ATEX à réaliser. Donc une ATEX pour Vous la pouvez brique de expliquer terre. ce qu'est latex? Alors, c'est une mise en place expérimentale d'un système constructif qui est ensuite validé par le CSTB et par le bureau de contrôle. Le CSTB donne un avis favorable ou défavorable et ça permet en fait de mettre en place un système qui n'est pas dit traditionnel. Et Et ça demande plus de temps. ça demande plus de temps, c'est un investissement supplémentaire pour le maître d'ouvrage parce qu'à chaque ATEX, c'est un coût. Mais c'est assez dommage parce qu'il y a cette volonté
première, en effet, d'aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui est très bien. Et on est un peu freiné par ces éléments réglementaires. Enfin, s'entendre dire aujourd'hui par un bureau de contrôle qu'un moucharabier ou qu'un mur en briques de terre crue, ça n'est pas traditionnel, c'est un peu compliqué à entendre. On en est encore là? Oui, on en est encore là. Bon, va falloir que ça bouge tout ça. Oui. Bon, alors, le monde de demain, c'est justement assouplir la norme. Ah oui, on peut commencer. Mais j'ai un peu peur parce qu'à chaque fois qu'on nous parle d'un choc de simplification, j'ai l'impression que tout devient plus compliqué après. Mais le monde de demain, on ne sait pas vraiment, c'est un peu compliqué. Après, moi, je suis assez optimiste sur la capacité des architectes à répondre aux défis du monde de demain parce que notre méthode de travail, de réflexion, qui est toujours on se questionne, on se re-questionne à chaque fois, on essaye d'aborder chaque problématique sous divers angles et voir ce qui est le plus approprié comme réponse. Donc, c'est un peu une gymnastique, je pense, que l'on a. Et je pense qu'on a cette capacité à nous renouveler, à changer. Enfin, par exemple, nous, on est peut-être la dernière génération à avoir fait les études au Rotring et sur Calc. On a commencé à travailler en agence sur de la CAO en 2D. Et puis là, l'agence est passée en BIM sur Revit. Donc, en l'espace finalement de 20 ans, je ne sais pas s'il y a beaucoup de professions où on a eu un double changement en fait, des outils de travail. Mais effectivement aussi toutes les questions sur les matériaux biosourcés, sur tous les enjeux environnementaux. Je pense que notre profession est prête à ces changements. L'impulsion, elle doit pour nous venir de la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir conscience que tous ces éléments ont aussi un coût et qu'on n'arrivera pas à aller vers ce changement si on continue à avoir des coûts de construction aussi bas. Enfin, je pense notamment au logement, qui est quand même l'enjeu de demain. On a vu avec cette crise, etc., ce qui nous manquait dans nos logements aujourd'hui. Mais si on continue de nous demander de réaliser des logements à 1200, à 1100 ou à 1200 euros du mètre carré, on ne va pas y arriver. La Caton Vassal y arrive en proposant d'autres choses et d'autres matérialités, mais tous les maîtres d'ouvrage ne sont pas aussi ouverts que ceux qui ont permis à la Caton Vassal de réaliser leur projet. Donc je pense que nous, architectes, on est prêts et je pense qu'on a conscience de ce qu'il faut faire, mais il faut que l'impulsion, elle vienne de la maîtrise d'ouvrage. Vous en avez des références logement, au fait? On a quelques références logements, on a quelques références logements. On est en train de terminer un chantier à Mérignac. On a beaucoup travaillé pour les bailleurs sociaux, à une époque justement au début de l'agence où le système du concours fonctionnait encore pour ce type de commande. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus de concours. On avait essayé nous aussi d'être sur les équipements, donc ça avait été un peu mis de côté. Mais il y a les logements là à Mérignac et on a envie de revenir un peu sur cette question du logement. À l'origine, c'est aussi le métier d'architecte, c'est avant tout de construire sa maison, quoi. Ouais. Vous avez construit vos maisons? Non, pas encore. Réhabiliter nos appartements. Voilà, c'est ça, réhabiliter les appartements, mais pas construire encore une maison. Bon, un mot de la fin? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a peut-être un outil de travail qu'on n'a pas toujours le temps de faire et d'utiliser, mais on a souvent travaillé avec des maquettes. Bien que maintenant, on soit en BIM, donc tout est en 3D, tout est sur ordinateur. Mais on refait, toi tu as refait une maquette dernièrement justement sur le projet de Bretigny. Le projet de Châtellerault, on l'avait complètement fait sur une maquette de 2 mètres par 3. La maquette, c'est l'avantage de travailler à la fois le plan, la coupe, l'élévation, la volumétrie, les matériaux, la lumière, sur un seul et même document, qui en plus est physique, donc qui reste, qui est posé dans l'agence. Même quand on fait autre chose, quand on est dans une réunion, et puis il y a toujours un moment où l'esprit vagabonde et on regarde la maquette et petit à petit on abandonne un peu le sujet de la réunion et on commence à régler des problèmes et à faire du projet rien qu'en regardant la maquette, ce qui n'est pas possible avec des fichiers informatiques qui sont rangés sur
sur un serveur. Donc C'est quelque part rester les pieds ancrés dans la réalité, voilà, c'est ça. c'est ça? En tout cas, on ressent une belle humilité dans votre parcours, dans votre travail. Et moi, je vous souhaite le meilleur. Et j'espère pour vous un projet quand même culturel. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup et à bientôt sur Comme d'Archi. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comme d'Archi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.